Arrivé à TVL en qualité de journaliste et intervenant, je peux témoigner que TVL, c'est du sérieux. J'ai vu par moi-même la qualité du savoir-faire des équipes, le professionnalisme du matériel, des studios et de l'organisation. Cela fait 12 ans que TVL existe, 12 ans d'expérience, 12 ans que rien ne serait possible sans nos donateurs. Certes, le modèle du don n'est pas vraiment le plus facile, mais il permet à TVL de rester libre et de produire de l'information de qualité. Les donateurs, en vérité, sont nos seuls patrons. Ils sont les garants et les gérants de la première chaîne alternative de France. Et cette relation de confiance n'en est qu'à ses débuts. Notre chaîne n'a jamais eu autant de vues et d'influence et entre maintenant dans une nouvelle phase de croissance qui ne s'arrêtera que lorsque nous aurons pris le pouvoir et remplacé le JT de France 2 par celui d'Élise Blaise. Alors, ceci est une invitation. Une invitation à l'audace. Soyez les pionniers, soyez à l'avant-garde de la croissance d'une structure d'expérience qui ne fera que continuer son développement. Et ce, malgré les pressions du pouvoir et des banques. Participez dès maintenant à la croissance financière de TVL en faisant un don, comme vous investiriez dans une action d'une entreprise patriote d'avenir. Car au moment où la presse alternative aura remplacé les médias de grand-chemin, vous pourrez dire « j'étais là ». Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash, 4 beaux invités, un homme de retour, et puis 2 sujets, des coups de gueule et des coups de cœur. Alors les invités, c'est Hilaire de Crémier, ça fait bien longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Hein. Oui, au moins 2 ans. C'est vrai ? Oui, peut-être. Oh là là, ça me semble hier. Ok. Oui. Mais c'est vrai que vous ne connaissiez pas ce studio. C'est La nouvelle formule. Voilà, très bien, vous avez des choses à découvrir, vous allez voir. Merci d'être là. Jacques-Georges, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Laurent Isard. Hello. Bonjour Franck, bonjour à tous. Bonjour Laurent. Bonjour. Monsieur Murer. Monsieur Murer qui m'a demandé d'ajouter, et il a bien raison, que vous êtes cofondateur du mouvement politique citoyen. Vous pouvez nous en dire un mot, parce que c'est l'occasion d'en parler. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement ? C'est pas un parti, hein. Pour le moment, c'est un mouvement, mais c'est lié au fait que tous les politiques ont trahi la France et que seul le peuple français peut sauver la France. Donc on met en mouvement les citoyens français pour écrire un projet pour la France. Clair, net et précis, et réaliste surtout pour régler les problèmes qu'on a qui sont de plus en plus abyssaux. La différence entre un mouvement et un parti, c'est juridique ? Oui, c'est parti politique, après c'est juridique et il faut un commissaire aux comptes, donc il faut payer un commissaire aux comptes et c'est plus encadré juridiquement. D'accord, mouvement, ça veut dire... C'est une association comme un parti politique, mais qui n'a pas de commissaire aux comptes. Voilà. Okay, moins de contraintes, autrement dit. Ok, très bien. Mais ça fait quelque temps déjà que vous l'avez créé. Oui, 1 an, avec Olivier Piacentini et Laurent Henninger. Ah oui, ok, très bien. Des gens qu'on connaît ici. Parfait. Allez, les sujets. Les sujets, vous allez voir, on va avoir du sérieux. La Ve République est en crise. Et une triple crise. Hein, c'est tout simple. La Ve République n'a jamais fait les choses à moitié. Donc, crise de l'exécutif. Tout le monde pointe le doigt sur Emmanuel Macron. Crise du législatif et crise du judiciaire. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est l'écologie. Et on va éviter de tirer sur l'écologie à boulet rouge, mais il y a quand même quelque chose à dire sur l'écologie, d'autant plus qu'on vit dans l'hyper-chaleur. Ici, on a la chance aujourd'hui d'être climatisé, mais chez moi, il fait 30 degrés la nuit. Je ne sais pas pour chez vous, mais chez moi, il fait 30 degrés la nuit. C'est difficile de dormir dans ces conditions. Allez, je vous ai fait 2 beaux lancements. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. Allez, le premier sujet, c'est la crise de la 5e. Et cette crise, en fait, pour moi, mais je suis sûr que vous pensez qu'elle a débuté avant, elle débute par la réélection d'Emmanuel Macron, qui ne fait pas campagne, qui se retrouve donc avec une majorité qui n'en est pas une, premièrement.
Et deuxièmement, qui fait une dissolution, et ça a 1 an, qui se révèle être, je ne sais même pas comment le qualifier, un coup foireux. Oui, il y a un désaveu pour lui. Un désaveu pour lui, un drame tout simplement institutionnel. Mais bien sûr, un drame institutionnel. Et du coup, ça nous amène à nous poser la question de savoir, est-ce que la 5e est toujours le bon outil ? Ou est-ce qu'il faut aller vers autre chose ? Jean-Luc Mélenchon, depuis très très longtemps, milite pour une 6e République. On va quand même regarder cette option. Allez, qui commence ? Qui pointe le doigt ? Si vous voulez. Allez, Philippe. Alors je pense que le problème, c'est pas la 5e République et le texte de la 5e République, de la Constitution, ce sont les hommes qui trahissent l'esprit de la 5e. D'ailleurs, s'il y a une évolution à faire, c'est un référendum d'initiative citoyenne, puisque la démocratie représentative a intégralement trahi le peuple et les citoyens français. Et donc je pense que les citoyens français doivent pouvoir voter directement des lois si ça leur importe. Je vous donne un exemple. Ça fait 25 ans, même 40 ans. En fait, on voit les sondages, depuis 40 ans, les Français veulent l'arrêt des flux d'immigration et leurs représentants leur imposent. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui ? Alors je vais prendre le problème sous un bout particulier. C'est-à-dire que, comme vous le dites, Macron a fait la dissolution, il a été rejeté par le peuple français. Il a eu 20%. Les LR ont eu 7%, et finalement, on a des gouvernements, Macron-LR, 27%, totalement minoritaires, qui sont en train de gouverner. Donc c'est légal, évidemment, mais c'est illégitime. Il faut bien comprendre que dans une démocratie, il y a la légalité, la légitimité. Mais ça date d'Emmanuel Macron, ou c'est avant ? Ça a commencé à dériver ? Ça a commencé à dériver avec Mitterrand et avec Chirac, qui ont permis la cohabitation, déjà. Quand on est désavoué par le peuple sur des législatives, l'esprit de la 5e, De Gaulle le disait, c'était de démissionner. Et là, le problème qu'on a, donc on a Bayrou, qui est un homme de Macron, hein, Bayrou, c'est un macroniste, qui est au gouvernement, alors que le peuple français l'avait mis en 3e Macron. Donc on avait dit, on veut pas de vous. Et là, le problème qu'on a, c'est le problème des oppositions qui jouent des sales petits jeux. C'est-à-dire que, puisqu'ils sont minoritaires et qu'ils veulent une politique qui est contraire à ce que veulent le RN et les autres, et les Français, eh bien, en fait, le RN aurait dû voter toutes les motions de censure pour faire tomber les gouvernements. Mais même des motions de censure spontanées. C'est-à-dire que le gouvernement se présente et immédiatement on vote contre. Parce que ce n'est pas légitime, parce que Macron veut continuer à gouverner. Parce que, en fait, votre objectif, en disant toutes les oppositions s'unissent, malgré leur énorme divergence, c'est juste dans un objectif de lasser Emmanuel Macron, qui présente un Premier ministre est censuré, deuxième Premier ministre, et au bout du Xème Premier ministre, Macron dit, j'ai compris, je dois partir. Je suis obligé de démissionner. Et la logique, c'est que Macron, effectivement, bloque complètement le système français. C'est lui le responsable et c'est lui qui devrait être forcé à démissionner pour qu'il y ait de nouvelles élections et qu'on n'ait pas un gouvernement bloqué, immobile. Jacques-Georges, vous êtes d'accord ? Haro sur le Macron aussi ou... Oui, je pense que la responsabilité de Macron est une opinion largement partagée, pas seulement à droite d'ailleurs. Hein, bon. Mais moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est de savoir quelle conclusion on en tire. Là, il y a toujours eu... Toutes les républiques de toutes les époques ont toujours été en crise parce que la crise est immanente au politique en général. Bon, ceci étant dit, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une situation quand même de blocage qui pose problème. Et quelle conclusion on peut en tirer ? Moi, je rappelle simplement, moi je suis très prudent dans ce domaine-là. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il faut être économe des réformes constitutionnelles. Il y a eu, depuis 1958 jusqu'à maintenant, il y a eu 25 réformes constitutionnelles. Si on les regarde, j'ai regardé un peu le détail des 25. Depuis et je dois dire, 58. Depuis 58, il y a eu 25, donc création de la 5e. 25 réformes constitutionnelles. Ouais. Si, je les ai regardées dans le détail et je dois dire les 3/4 sont malvenues et contre-productives. Vous avez un exemple qui... Elles tiennent pas le coup, vous voulez dire dans le temps aussi ? Alors attendez, je fais une petite sélection. En 2000, avec sous Chirac, on est passé du septennat au quinquennat. Beaucoup disent que c'est un des problèmes majeurs. Je ne pense pas que ce soit une bonne initiative. Je pense que ça a accentué l'hyper-présidentielle. Paradoxalement. Absolument. En 2008, sous Sarko, le droit de saisine du Conseil constitutionnel par la fameuse QPC. Oui. Franchement, ça c'est une plaie. Très juste. Bien sûr. Bon. Pourtant, vu de mon point de vue de citoyen, je me dis qu'un citoyen tout seul, ça me semble plutôt être une bonne chose. Sur un plan... Ça me semble même aller dans le sens Philippe Murer. Ça ralentit énormément, en fait, les procès. Et ça permet, en fait, aux gens qui ont de l'argent de poser un maximum de QPC pour faire que la justice soit rendue très tard. Mais avant, déjà, sous Giscard, il y avait déjà eu au profit du Conseil constitutionnel, dont je rappelle qu'il a commis
un coup d'État en 1971, je rappelle. Bon. Sous Giscard, l'extension du droit de saisine du Conseil constitutionnel, les 60 députés ou sénateurs, ça c'est 74. Tout ça, ça va radicalement dans le mauvais sens. En fait, ça vient raboter le pouvoir du président de la République. En tout cas, pour la réforme de 74, la saisie, non. Ça donne du pouvoir au Conseil constitutionnel. Ça donne du pouvoir aux juges. Ok. Et c'est là, à mon avis, s'il y a une réforme, la seule réforme que je trouve personnellement opportune et même nécessaire, c'est quand même de raboter un peu le gouvernement des juges, parce que ça, c'est un vrai problème. Jacques, on va y venir, parce que en préparant l'émission, je vous disais, moi je vois bien la crise législative, du pouvoir législatif, je vois bien l'exécutif, mais est-ce qu'il y a vraiment une crise du judiciaire? Et vous m'êtes tous tombés dessus en disant, au contraire, c'est presque la crise principale. J'aimerais que vous m'expliquiez. Hilaire. Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, si on prend le texte même de la Constitution de la Ve République, la partie la plus claire de ce texte, où il y a énormément de choses et de baratins, c'est le chapitre concernant le chef de l'État. D'accord. C'est ce qu'il y a de plus clair. Parce qu'il a été fait sur mesure pour le général. Oui, pour faire ce qu'on appelle une monarchie républicaine. J'insiste sur le côté monarchie plutôt que sur le côté républicain, qui est l'enveloppe qui s'est mise autour. Ok. Et je ne suis pas gaulliste. D'accord. Je tiens à le préciser. Vous êtes un des seuls qui ne soit pas devenu gaulliste. Oui. J'expliquerai éventuellement pourquoi. Mais là, ce qu'il y a de caractéristique, c'est que le chef de l'État n'est plus un chef de l'État. On a voulu restaurer l'exécutif en France, et l'exécutif, c'est d'abord et fondamentalement en France, traditionnellement, depuis la vieille monarchie, le chef de l'État. Et c'était ce que voulait de fait restaurer le général de Gaulle, incontestablement. Et ce qui aurait... Ça a marché. Non, je veux dire, c'est dégradé à toute allure et à toute allure. Depuis le général de Gaulle? Depuis le général de Gaulle, ça s'est dégradé. Et pourquoi ça s'est dégradé? Parce que je vous propose une solution. Il habitait Non, parce que tout simplement, étant donné qu'on a d'abord... on a soumis cette notion de chef de l'État au suffrage universel. Ça a été un premier point. Donc il est devenu un chef de parti. C'était le grand risque. Deuxièmement, ce chef de parti a fait une carrière. Donc on n'a plus eu à la suite que des hommes qui ont cherché à faire carrière. Et le dernier que nous avons, Macron, est un homme qui n'est qu'un homme de carrière. La France n'est qu'un tremplin pour lui. Il n'a jamais réellement pensé à la France. Il pense à son projet. Et le chef de l'État est l'homme qui est choisi par le système contre le vœu des Français. Dans la majorité des cas, prenons Sarkozy. Oui. Voilà. Oui. Il est nommé en principe par une coalition de droite. Enfin, il est élu. Surtout. Il est élu, oui, c'est ça. Oui, quand je dis nommé, c'est élu par une coalition de droite. Et le lendemain pratiquement, en 2008, il fait le traité de Lisbonne, c'est-à-dire qu'il fait exactement le contraire de ce pourquoi les Français avaient voté en 2005. Oui, ça c'est un gros caillou dans la chaussure. Mais Macron, c'est exactement cela. Ce n'est plus que cela. Ok, mais je peux rebondir sur le traité de Lisbonne et sur un autre problème. Je connais vos marottes, et je les respecte, Philippe, mais c'est juste que j'aimerais que tout le monde puisse parler. Moi, je veux dire que je ne suis pas du tout d'accord avec mes collègues. Super. Sur le traité de Lisbonne, radicalement pas d'accord. Bon. Ok, mais peut-être qu'on va pouvoir y revenir. Je voudrais qu'on fasse un tour de table qui va être une sorte d'état des lieux. Clairement, il y a une crise de l'exécutif. J'imagine que vous avez des points de vue un petit peu différents, mais enfin, on est tous d'accord pour dire que le président de la République, en tout cas le président de la République actuel, habille mal ce rôle, et qu'on peut même se dire qu'on pourrait peut-être le réformer, et c'est là-dessus que je voudrais vous entendre. Maintenant, on va sur la crise du législatif. Parce que moi, je vous ai entendu, Philippe, la crise du législatif, des gens qui devraient tous voter pour faire tomber le gouvernement. Mais enfin, pardon, mais il y a beaucoup de citoyens comme moi qui aimeraient surtout que les parlementaires, ils s'entendent. Et qui se parlent et qui fassent des coalitions et qui fassent des compromis, ce qui est le principe même
d'une démocratie. Cher ami, ils ont fait une coalition, mais pour empêcher précisément ceux qui auraient dû être élus de ne pas être élus. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. La coalition négative, attendez, vous avez raison, bien sûr. Attendez, les filles qui votent pour les LR et les LR qui votent pour les filles, il y a quand même un problème. Bien sûr. Il y en a beaucoup qui rêvent de retour à la 4e, parce que la fameuse 6e, j'ai regardé un petit peu, à quoi rêvent ceux qui parlent de 6e République ? Si vous regardez ça dans le détail, c'est un cauchemar. C'est le retour à la 4e République. C'est-à-dire plus de parlement, plus de décentralisation, plus de démagogie en fait, et plus de combines politiciennes. C'est ça que ça veut dire. Oui, mais Laurent Isard, on n'a pas entendu sa parole. Merci. Allez Laurent, en piste. Non, moi j'aimerais défendre nos institutions en réalité. Effectivement, il faut voir ce qu'il y avait avant. Avant, la 3e République, la 4e République se caractérisaient par leur instabilité chronique. Et nos institutions de 1958 ont permis de créer une certaine stabilité et ça a fonctionné à peu près correctement pendant plus de 65 ans. Alors, c'est pour ça, de mon point de vue, il n'y a pas de crise des institutions. Il y a une crise politique. C'est tout à fait différent. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Pourquoi on est dans la situation actuelle ? Alors, finalement, il y a le rôle d'Emmanuel Macron, ça, on l'a dit, et je pense que nous sommes à peu près tous d'accord. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée et qu'on ne voit pas comment il pourrait y avoir une majorité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos institutions, elles ont été créées, et particulièrement depuis 1962 avec l'élection du président du suffrage universel, pour créer en fait une bipolarisation de la vie politique. Voilà. Et c'est le système d'élection qui l'a renforcé. Donc un bloc de gauche, un bloc de droite. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On a 3 grands blocs et plus 2. Moi, je pense réellement que ce qui coince aujourd'hui, ce qui bloque, c'est le fait que la droite, qui est majoritaire en réalité dans le pays, n'arrive pas à s'entendre pour finalement créer un grand bloc qui serait majoritaire à l'Assemblée. Voilà. Le fond du problème, il est là. S'il y avait une entente des droites, il y aurait une majorité de droite et nos institutions pourraient continuer à fonctionner clairement comme elles ont fonctionné depuis 1958. Oui, mais alors, ok, on va faire un poil de politique fiction. Il y a une coalition des droites. Okay. Autrement dit, ça va de Zemmour au Rassemblement National, LR... Et puis, sans doute, une partie du camp macroniste actuel ? Certainement. Est-ce que ça fait une majorité ? Moi, je me demande si ça n'arrive pas à la reconstitution d'un vaste centre qui serait une partie du centre droit, du centre-centre, si ça existe, et du centre-gauche. Et puis ensuite, on aurait une autre partie qui serait une forme de gauche. Est-ce qu'on a changé quoi que ce soit avec l'alliance des droites ? S'il n'y avait pas eu, même sans alliance des droites, s'il n'y avait pas eu le front républicain, entre guillemets, contre le Rassemblement national, de gens qui se détestent et qui ne s'entendent pas. Juste pour garder leur siège, le Front National, le Rassemblement national, aurait eu la majorité ou très proche. Il aurait suffi d'un appoint des LR, comme disait Laurent Isard, pour qu'il y ait majorité. Donc ça, c'est le problème des gens qui rejouent les apparentements de la 4e République pour dire, en fait, nous sommes la République et nous mettons tous ensemble contre les ennemis de la République qui sont le RN, Ciotti, etc. Moi j'ai bien entendu, je vous ai contré par mon argumentaire en vous disant que j'avais le sentiment qu'en alliant les droites, il y aurait un certain nombre de gens qui ne voudraient pas. En gros, c'est ça que je voulais dire. C'est possible. Qu'il y aurait la recréation d'une sorte de centre. Et ma peur, c'est juste est-ce qu'il y a une majorité ou est-ce qu'on se retrouve dans une tripartition qui finalement est celle actuelle et qui n'aboutit à rien. Laissez-moi penser que l'extrême centre, ce qu'on appelle l'extrême centre, représenté par le Premier ministre actuel, par exemple, agira de toute façon, systématiquement, contre l'apparition d'une majorité de droite. Ok. C'est exactement l'inverse. C'est systématique. Vous vous souvenez de ce que disait... On peut prendre l'exemple de la 4e et de la 3e République, c'est toujours ce qui se fait. Et c'est pourquoi c'est les fronts populaires et c'est les alliances de gauche qui l'ont pratiquement constamment emporté en France. Mais Hilaire, vous vous souvenez de ce que disait François Mitterrand quand on lui parlait du centre ? Il disait ni de gauche ni de gauche. Oui. Et est-ce que là, c'est pas ce que vous êtes en train de dire, c'est ni de droite ni de droite ? Oui. En fait. Oui, c'est ça. Oui, ok. Oui. Mais pour autant, ça veut dire... Jamais de droite. Jamais de droite. Jamais de droite. La règle fondamentale du régime que nous vivons aujourd'hui, c'est jamais de droite. Et d'ailleurs, toutes les lois qui sont en train de passer en ce moment sont toutes modifiées pour même
même issues de la droite, pour être transformées en loi de gauche. Voilà. C'est vrai. comme ça que ça fonctionne. C'est vrai, malheureusement. Ok. Mais moi, Jacques Georges. je suis étonné dans cette discussion qu'on n'aborde pas. On est tous d'accord à peu près sur le diagnostic, mais on fait quoi maintenant? Merci moi, je beaucoup. dis le RIC. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Très bien, vous me faites ma transition. Ok, donc moi, je voudrais des propositions. Parce qu'il y en a une, hein, la 6ème République, elle peut aussi être une hyper-présidentialisation. Pas de Premier ministre. Un président de la République qui vient rendre compte au Parlement, qui peut être désavoué et... C'est un régime Nouvelle présidentiel à l'américaine. Ça, c'est ça. Oui. Non, le vrai problème, c'est le monde des médias. Ok. C'est-à-dire que des gens comme Édouard Philippe, Attal, Macron, Hollande auraient, si on avait des médias relativement indépendants en France, ils feraient 2%, 3%, 5%. Ah oui. C'est parce que, par exemple, les idées souverainistes sont cachées que, en fait, la France n'a pas fait de Frexit. Hein. Je veux dire, les souverainistes, c'est 36% des Français, ils passent à 0,1% dans les médias. Donc le problème de la représentation, c'est le problème qu'on a un système médiatique qui ne permet pas l'expression complète des idées. Avec en plus un autre problème, c'est qu'il y a le clivage gauche-droite aujourd'hui, mais il y a aussi surtout le vrai clivage qui est mondialiste d'un côté, contre mondialiste et européiste, contre les nationaux et ceux qui défendent la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Donc c'est pour ça qu'on a un problème et une période compliquée aujourd'hui. Oui, il me semble, que c'est facile d'accuser les médias pour dire que le camp que vous défendez, très respectable, des souverainistes, a finalement assez peu d'audience. Parce que c'est vrai que quand on interroge les Français en leur disant « Est-ce que vous êtes souverainiste ?» Et j'ai presque envie de dire « À commencer par moi ». Bah oui. Bien sûr, oui, je suis souverainiste. Vous voyez, mais moi je ne parle pas que des qu'est-ce que ça veut politiques, dire, je parle des intellectuels. Il y a énormément d'intellectuels souverainistes. D'ailleurs, TV Liberté vend des bouquins, en fait, et pas que des bouquins souverainistes, Oui. mais beaucoup. Mais ils n'ont pas le droit de passer à la radio, à la télévision. Donc on a toujours le point de vue mondialiste et européiste D'accord. tout le temps, et ça bloque. Ça, c'est un vrai fil. faut Je crois que c'est autour, effectivement, de l'idée de souverainisme que l'on peut rassembler les droites. Et ceux qui ne seraient pas favorables à cette idée, ils sont dehors. C'est très clair. Et puis, c'est une idée... Pardon, mais les Français, Mais les Français, ils sont forts de l'expérience britannique. Et je crois qu'ils ont compris. Ce que j'entends autour de moi, c'est jamais plus un pays majeur doit sortir de l'Europe parce que c'est un désastre. Non, mais c'est très simple. Je sais que Philippe, il pense pas ça. Mais je pense qu'il y a plein de gens... c'est aujourd'hui, Il y a plein de gens qui... Oui, j'entends bien. Mais je crois qu'il y a plein de gens qui se disent, à tort ou à raison, c'est à l'intérieur de l'Europe que ça se passe maintenant. Et moi, ça c'est dépend tout de à la fait façon ce que dont je vous pense, posez la question. Et je me demande si c'est pas mais une impasse si politique. vous posez la question aux Français et vous leur dites, voilà, est-ce que vous avez envie, vous-même, Français, de décider de votre avenir? Oui. Ou est-ce que vous voulez que votre avenir se décide à Bruxelles ou à Washington? Mais moi, je suis persuadé qu'ils répondront, oui, on veut nous-mêmes... C'est en ça qu'ils sont Donc, souverainistes. Les Français sont souverainistes. Absolument. Et c'est autour de cette idée qu'il pourrait y avoir une sorte de rassemblement qui pourrait dégager une majorité, D'ailleurs, je pense. ils ont majoritairement rejeté la Constitution. Absolument. Oui, européenne. ce qui est, à mon avis, plus seulement une erreur, mais vraiment une erreur d'aiguillage fondamentale et une erreur fondamentale, à mon avis. Ok, Et sans avenir. On a dépassé le temps, mais là, vraiment, je dis ça pour le réalisateur, on va largement déborder, parce que je trouve que cette histoire est passionnante. Je voudrais revenir sur la solution référendum d'initiative populaire. Citoyenne. Oui, bien sûr, pardon. Oui, ça vraiment rest in peace, autrement. Ça n'est pas une bonne idée. Rick, c'est très bien. Et donc... ok, c'est une sorte de votation à la Suisse, ou plus régulièrement. Qui va plus loin que la Suisse, pour moi. La question, c'est compliqué à formuler pour être transformé en loi. Non, en fait, ce qu'il faut déjà, première chose, c'est que on ne peut pas voter sur des questions vagues. C'est-à-dire que si vous votez sur une question vague, faut-il réduire les flux d'immigration? On veut les réduire. Ça c'est un très bon exemple. Eh bien, à partir de ce moment-là, c'est de combien? De 5%, de 10%, de 50%. Donc donnez-moi deux exemples de questions précises. En fait, ce doit être des lois sur lesquelles on vote. Okay. Et des lois que le Conseil constitutionnel revisité a validées. Parce que il faut que ces lois soient impératives. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les représentants puissent dire oui, le peuple a voté ça par le RIC, par référendum, mais on fera autre chose. C'est-à-dire qu'elles sont soumises au... Alors attendez, j'essaie de comprendre. Elles sont soumises au Conseil constitutionnel au préalable. Pour vérifier qu'elles soient constitutionnelles. C'est des lois. Ensuite... Loi contre le regroupement familial, par exemple. Une loi en disant, voilà, le regroupement familial, c'est ça maintenant. On le restreint de façon importante. Le loi sur le droit d'asile, pour le changer complètement. Donc, des lois. Et que ces référendums soient impératifs et s'imposent aux... C'est-à-dire que ça n'a même pas besoin de passer
à la Chambre, dans les deux chambres. Non, et derrière, le président qui refuse de promulguer ses lois, en fait, est démissionné au bout de 6 mois, est viré au bout de 6 mois. C'est la seule manière. Très contraignant. Parce que même en Suisse, il faut bien le remarquer, il y a la possibilité pour les élites d'échapper au référendum. Le référendum de 2014 pour l'arrêt des flux d'immigration en Suisse n'a pas été tenu. Au nom de oui, mais l'Union européenne nous impose Schengen et on ne peut pas le tenir. Non, il faut que ces référendums s'appliquent et que les élites ne puissent pas financer et dévoyer le Il y a effectivement la question de ces lois et puis de la participation de la France à l'Europe. Du coup, c'est ça qui est... Ça risque il faut d'y avoir une opposition... si vous avez un RIC, le premier référendum, ça sera les flux d'immigration, et le deuxième, ça sera l'appartenance à l'Union européenne. Oui. Et vous verrez qu'à ce moment-là, ce référendum sera gagné contre les européistes. Il suffit de montrer le vampire tel qu'il est pour que les Français disent non, on ne veut pas. Donc ça, c'est votre proposition majeure d'évolution pour faire bouger la société. Deuxième point, le Conseil constitutionnel fondamental. Le Conseil constitutionnel, par exemple, a permis le traité de Lisbonne, alors que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui la délègue à ses représentants. Or, donc, ça n'appartenait pas aux sénateurs et au Parlement. Et donc, le traité, ce qu'a laissé faire le Conseil constitutionnel est une forfaiture. Il n'avait pas la souveraineté, il n'avait pas le droit de la donner. Il faut dans toute démocratie... Oui, mais il faut dans toute démocratie... Les juges se sont emparés de la souveraineté. Exactement. Donc, sur tous les sujets fondamentaux, c'est le juge aujourd'hui qui décide. Absolument. Donc, contre la volonté populaire. Donc, la solution, c'est un Conseil constitutionnel où on vire tous ces gens du système et on met une partie des gens qui sont élus dans une élection sans candidat, c'est un peu compliqué, mais des juristes, et une partie des gens qui sont des citoyens tirés au sort. On ne peut pas s'en sortir sinon. Il faut couper au-dessus. Okay. Il faut couper au-dessus puisque le Conseil constitutionnel est tenu par la CEDH et par la Cour européenne. On va faire une... Jacques Georges, vous avez des propositions concrètes? J'aurais fallu que je parle plus tôt. Parce que j'ai consulté... Et 1 heure ou 2. Mon conseiller premier, maintenant, il s'appelle copilote. C'est un truc absolument extraordinaire. Et je lui ai demandé quelles sont les idées qui sont dans l'air du temps pour améliorer la constitution de la 5e. Et j'ai une liste là. Formidable. Alors, copilote, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'IA comme Mistral, qui est une société française. Mais c'est formidable. Et copilote, les capitaux, ils viennent d'où? Capitaux, je ne sais pas. En tout cas, ça fonctionne avec... Ça marche très bien. L'IA, ça marche très bien. Microsoft. C'est un produit Microsoft. Fin de l'hyper-présidentialisme. Premier ministre, chef de l'exécutif. Référendum d'initiative citoyenne, RIC. Ça se traduit comme possibilité pour les citoyens de proposer ou d'abroger une loi via un référendum. Abroger ou proposer, les deux. Introduction de la proportionnelle. Limitation du cumul des mandats, réforme du Conseil constitutionnel, République plus décentralisée. Voilà, il faudrait 1 heure pour chacun de ces points. J'ai bien compris. Vous, il y en a un ou deux qui vous semblent, pour faire bouger le truc qui est bloqué. Philippe, simplement, sur le fond, on n'est pas d'accord, c'est dommage. Mais parce que lui veut sortir de l'Europe et vous voulez y rester. Voilà, là. Absolument. Okay. Surtout sur le RIC, moi je suis très, 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 très favorable au RIC et je suis également très favorable à une limitation des pouvoirs du juge parce qu'effectivement, sur tous les sujets fondamentaux, le peuple et les parlementaires n'ont plus le droit à la parole. Avec leur propre complicité en plus, c'est ça le pire. C'est vrai que le Conseil constitutionnel a supprimé beaucoup de choses de la loi narcotrafic, de la loi sur la délinquance des mineurs et d'une autre loi récemment. En fait, il censure, il devient législateur au-dessus du législateur de l'Assemblée nationale. Toutes les lois sur l'immigration. Au nom de la moraline en plus, au nom d'une certaine moraline qui n'est pas partagée par le peuple, pas du tout, elle est profondément impopulaire. Exactement. Alors, Laurent Isard, je vous ai vu n'être pas complètement d'accord. Je voudrais que vous me... Non, je suis d'accord sur l'idée, effectivement... selon laquelle on a besoin de davantage de démocratie directe. Ça, c'est clair, et ça peut passer par le RIC, je crois qu'on est à peu près tous d'accord. Maintenant, sur le Conseil constitutionnel, moi, il y a une chose qui m'a toujours choqué depuis des années que je fais du droit constitutionnel, c'est les membres qui sont nommés. Hein. Qui sont les membres du Conseil constitutionnel? Parfois, ce ne sont pas des juristes. Oui. Ce sont des politiques. Alors, on a toujours dit, oui, mais une fois qu'ils sont nommés, ils se transforment en juges indépendants, comme ça, par une espèce de magie. La chrysalide. Voilà. Et la réalité, c'est pas ça. Donc, je pense que le Conseil constitutionnel, effectivement, est devenu aujourd'hui un législateur bis. C'est extrêmement ennuyeux. Il crée des principes constitutionnels qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas écrits dans la Constitution. Donc là, il y a un véritable problème. Mais
pour moi, la première réforme que je ferais, hein, si on devait réformer nos institutions, c'est la réforme de la justice en général. On n'a pas de pouvoir judiciaire en réalité en France. On a eu ce qu'on pourrait appeler une autorité judiciaire qui est inféodée au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif. C'est tout à fait dommage. Et moi, je n'exclurais pas, par exemple, la possibilité d'élire les juges, comme ça se fait parfois aux États-Unis. Oui. C'est plutôt une bonne chose à mon avis. Autrement dit, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous trouvez la justice trop dépendante du politique. Absolument. Et vous la voudriez totalement indépendante. Totalement. Je conçois qu'il puisse y avoir une politique judiciaire, si vous voulez, et je pense que nos procureurs sont un peu soumis à cette obligation de respecter les grandes lignes qui leur sont imposées. Mais ceci dit, on a aujourd'hui une justice quand même qui est relativement politisée et dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'elle ne respecte pas, si vous voulez, réellement ce que veulent les Français. Moi, je pense que davantage d'indépendance de la justice permettrait à la justice d'être davantage en phase avec ce que souhaitent les Français, tout simplement. D'accord. Je ne le crois pas. Ok. Hilaire de Crémier. Non, je ne le crois pas. Pourquoi vous ne le croyez pas? Vous ne croyez pas à quoi d'abord de ce qui Ce qui vient juste, l'affirmation qui vient d'être posée, que le juge sera indépendant à partir du moment où il n'aura plus de supérieur, de cadre légal. Oui. Je pense que c'est parce que précisément il manque de cadre légal. Le juge n'est plus maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui est délégué. Il ne reçoit plus de délégation. Attendez, je ne comprends pas. Laurent dit plus d'indépendance, vous êtes en train de dire au contraire, plus de dépendance, plus de hiérarchie, plus d'instruction. De la nation française. Mais c'est qui la nation? Ça c'est se le combine. président de la République, le ministre de la Justice. C'est pas contradictoire ces deux points de vue-là. Pardon, pour le moment, ça dépend des modalités de désignation des juges. Voilà. C'est ça le problème. Okay. Voilà. On est d'accord. Non, mais attendez, Hilaire, moi je voudrais creuser. Parce que comme on a complètement débordé, le réalisateur doit plus avoir de cheveux. Un sujet comme ça, c'est normal. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis en train de me demander si on ne va pas faire qu'un seul sujet dans cette émission. J'en suis là. Hein. Le juge est devant quand il rédige son jugement, son arrêt, que sais-je, le juge, il est devant lui-même maintenant. C'est-à-dire devant ses propres Souvent, pensées. il y a de la collégialité dans les juges. Hein. Ils sont 2, 3. Hein. Oui, mais enfin... Ils sont rarement tout seuls. Oui, mais peu importe. Ah bon? C'est leur pensée qui les dirige. D'accord. Ce n'est plus une politique pénale, ce n'est plus une politique nationale, ce n'est plus une politique souveraine. Non mais attendez, vous êtes en train de vouloir revenir au bon temps de l'ORTF où il y avait un type qui décrochait en disant le programme du journal de 20h, c'est ça, ça et ça. Vous voudriez maintenant qu'il y ait un super ministre qui dise au juge, ce type-là, il faut le condamner à ça parce que c'est un Non, il faudrait avoir un chef de l'État qui soit national. Le problème, c'est que nous n'avons plus de chefs de l'État nationaux. Ça veut dire ça veut dire que Macron est le seul homme d'État au monde qui déteste son pays. Bon, il déteste la France. C'est gratuit, Non, c'est pas gratuit. Il suffit de l'écouter. Quand il appelle les Français des Gaulois réfractaires ou des factieux parce qu'il ou des séditieux, on voit bien qu'effectivement il n'aime pas les Français, quoi. Et qu'est-ce qu'il est allé faire en Algérie en 2016? Non mais c'est marrant parce que quand Macron dit les Gaulois réfractaires, je me dis t'as raison mon gars, bien sûr. Moi je suis un Gaulois réfractaire. Dire je suis pas influençable. T'es pas là au-dessus de moi à tirer toutes les ficelles et je vais faire ça parce que tu le veux et je vais mettre tel bulletin dans cette. C'était de manière très négative qu'il le disait, très négative, très péjorative, comme quand il disait il n'y a pas de culture française. Je ne la connais pas. Donc ça voulait dire je ne la défendrai pas. Il est bourgeois méprisant un peu, mais c'est vrai. Il n'a aucune idée de ce qu'est la France, ni de ce qu'est la nation française. Oui, c'est drôle. Cosmopolite, un vrai cosmopolite. Oui, je crois. C'est drôle avec des grands-parents comme ceci étant dit, qui aime bien châtie bien. Moi, quand il critique la France, je suis pas toujours entièrement. J'admets certaines critiques fondées, à mon avis quand même. Et lorsqu'il pense que l'avenir de la France, c'est dans l'Europe, je partage entièrement son avis aussi. Donc je ne le condamne pas à 100%, seulement à 90%, ça suffit déjà. Beaucoup. Mais pardon, je reviens sur ce point-là, où l'un demande plus d'instruction, plus d'encadrement, plus... Et une vraie loi. Un vrai code. Et autrefois, il y avait un code civil qui était le code civil national. Aujourd'hui, le juge, il peut faire ce qu'il veut parce qu'il a pas simplement le code, on a compliqué le code civil de façon extravagante avec un législatif complètement délirant. Absolument. Et en plus, on a entassé au-dessus
non seulement des lois, non seulement des directives, mais on a entassé une jurisprudence extraordinaire qui permet au juge de penser ce qu'il veut et qui est faite par les juges. On a quand même rationalisé le Code civil, on a changé par exemple tout le droit des contrats et on a intégré effectivement certains éléments de jurisprudence. Alors ce qui est vrai, c'est qu'on a des juges qui partent en vrille parfois et leur liberté leur permet de le faire. Mais le risque, mais le risque d'instruction excessivement politisée à l'adresse des juges, ça m'affole. Non, ça m'affole. Pas politisé. Il n'y a pas de vraie solution parce qu'en fait, si on laisse le juge complètement indépendant avec un vrai pouvoir judiciaire, on se retrouve avec un juge qui devient vraiment un gouvernement des juges. Oui. Et là, ils n'ont plus aucun contrôle. Le problème, c'est quel contrôle pourrait-on faire aux juges ? Et ça, c'est une vraie question. Quel contrôle aux juges qui jugent toujours mal ? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on a un conseil supérieur de la magistrature avec des juges, mais aussi des citoyens et d'autres gens ? Qui est-ce qui contrôle les juges ? Absolument. Si le juge n'est pas contrôlé, il devient tout puissant. Un contrôle populaire. La responsabilité des juges, ça, c'est vrai que ça, c'est un point... Ça, c'est un point fondamental. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais ça revient beaucoup dans les suggestions de critiques, etc. Ce sont les juges qui contrôlent les juges. Oui, absolument. Et donc là, il y a un problème de responsabilité des juges devant la nation. Ça, c'est vrai. Je crois Au bout d'un certain nombre d'erreurs, on devrait pouvoir les sanctionner. Absolument. Pas une erreur, parce qu'évidemment, tout le monde peut faire une erreur où il y a le hasard, mais au bout d'un certain nombre d'erreurs. Hilaire, je suis assez sensible à ce que vient de dire Laurent Isard. Oui. Instruction politique. Le principe de la démocratie, en France en tout cas, c'est qu'il y a des alternances. Donc s'il y a un ministre de droite qui donne des instructions, demain ça peut être un ministre de gauche. Et il y a un certain nombre de gens qui sont marqués politiquement, mais qui peuvent aussi avoir des différends qui les amènent en justice, pour lesquels leur point de vue politique n'a pas d'importance. Et pour autant, il y aurait un ministre qui donnerait des instructions pour mettre la tête dans le baquet de quelqu'un qui lui a déplu il y a 10 ans en s'opposant à lui à l'Assemblée. Moi, c'est un monde dans lequel j'ai pas envie de vivre, parce que quand je vais en justice, je n'ai pas envie d'avoir ce truc-là qui pourrait que ma gueule serait contraire à ce que le juge a envie de voir. Pour répondre à ce que vous venez de dire, en réalité, on peut dire que jusqu'à il y a 20 ans, 30 ans, il y avait malgré tout une notion de politique pénale d'État. C'est-à-dire qu'il y avait les alternances, il y avait tout ce qu'on voulait, mais vous aviez quand même une structure étatique qui durait, qui était permanente, où les magistrats se suivaient, qui étaient généralement des magistrats responsables à l'époque encore. Ils pouvaient être de gauche, ils pouvaient être de droite, mais ils avaient quand même une formation commune. Et ça s'est vu au cours de la 4e et de la 3e République, en dehors des procès tout à fait à part et qui entraînaient effectivement des passions politiques considérables. D'une manière générale, malgré tout, il y avait une politique pénale d'État qui se maintenait de ministère en ministère. Et la chose est coupée, on peut dire, depuis à peu près, à mon avis, une trentaine d'années. Je ne sais pas et pourquoi est-elle coupée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que les juges ont pris le pouvoir. Parce qu'aussi, le politique a laissé faire. Dans les années 70, il y a eu création du syndicat de la magistrature. Moi, je ne suis pas du tout anti-gauche, je suis gaulliste. Les gens de droite peuvent faire autant de conneries que les gens de gauche parfois. Mais le syndicat de la magistrature avait en tête, et le disait, qu'il faisait de la politique en étant juge. Et pour moi, c'est impossible. Il doit y avoir une séparation. Quand vous êtes juge dans la sphère publique, vous ne faites pas de politique. Or, aujourd'hui, on a vu le syndicat de la magistrature, lors de la dissolution, appeler à voter contre le Rassemblement national. Et ce syndicat doit être liquidé par le gouvernement et interdit. Et tous les syndicats de juges ne peuvent pas faire de politique. Ça doit être interdit. Oui, mais est-ce que c'est pas tout simplement au juge ? Est-ce que c'est pas tout simplement au juge de dire, moi, je vote pas pour ce syndicat parce que finalement, ma vocation, c'est d'être indépendant. Ce syndicat qui me donne des instructions ne me représente pas et il doit devenir minoritaire. Et plutôt que de le dissoudre, qui me semble bien... Quand les gens font des choses illégales, il faut les dissoudre. C'est pas fondamentalement illégal. Jacques Georges. Moi, je crois qu'on peut dater... Je n'ai pas le jour exact, mais en 1971, j'en ai déjà parlé ici, sous Gaston Palevski, patron du Conseil constitutionnel, juste par hasard, juste à la sortie de Gaulle, il a pris le pouvoir en inventant ce fameux bloc de constitutionnalité. C'est ça l'origine. C'est lorsque le droit
lorsque le juge ne se contente plus d'appliquer la loi, mais fait la loi au nom d'une certaine morale qui dépasse le législateur et même la volonté populaire. C'est là qu'il y a un problème. Et pourtant, il faut qu'il y ait toujours une instance au-dessus. Tous les pays... Oui, mais au-dessus, c'est la loi. Toutes les grandes démocraties ont une instance d'appel ou une instance en dernier ressort. Cette instance, elle peut Le être... seul souverain, c'est le Le peuple. Conseil constitutionnel, en fait, il était quasiment pas saisi avant, et c'était pas le but. Parce que, en fait, on supposait que le législateur et le président de la République étaient C'était une raisonnables. garantie, C'était uniquement, c'était une garantie. Il y avait le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat et de l'Assemblée. Donc c'était très rarement saisi, parce qu'il y avait que peu de personnes Absolument. qui pouvaient le faire. Et à partir du moment où on a permis à 60 députés, Voilà. quiconque, par exemple de LFI, de saisir, ils sont très heureux, les députés. Les députés LFI et de gauche qui ont saisi le Conseil constitutionnel sur la loi sur la délinquance des mineurs, ils sont très heureux. Ils ont réussi à faire censurer le texte. C'est complètement irresponsable de faire ça. Donc, C'est pas un problème. il y a eu un coup constitutionnalité. d'État du Conseil constitutionnel de 71 déjà, mais ensuite renforcé, encouragé par le législateur lui-même à travers la QPC et les 60 saisines. Ça, c'est quand même absolument incroyable que le législateur représentant du peuple se soit lui-même suicidé. C'est quand même incroyable. Incroyable. Vous connaissez la fameuse phrase de Mitterrand à propos du Conseil constitutionnel. Il avait dit une poignée d'avoine le fera rentrer à l'écurie. Mais on en est bien loin aujourd'hui. Hein. Oui. Voilà. Et Franck, vous pointez du doigt la nécessité d'un organe de contrôle. Moi, je crois qu'effectivement, c'est indispensable pour contrôler les juges. Mais je pense que ça doit être un organe populaire. Voilà, tout simplement. Pas le Conseil supérieur de la magistrature. Parce que c'est très technique. Non. C'est simple, c'est très simple. Non, il faut que ce soit des personnes aiguës. pardon. Des personnes aiguës. Excusez-moi, Voilà. Laurent, vous êtes le spécialiste du droit. Non, pas spécialement, mais... Vous êtes prof de droit. Oui, pardon, mais bon, un peu plus que... j'ai vu que mes camarades avaient de bonnes connaissances aussi. Oui, ok, soyez pas modeste. Moi, j'ai besoin de votre savoir, là. Est-ce qu'on est d'accord que toute loi, avant d'être votée, est présentée au Conseil constitutionnel pour en vérifier la constitutionnalité? Alors, si le Conseil constitutionnel est saisi, oui, effectivement, le Conseil constitutionnel contrôle la loi, il peut la déclarer inconstitutionnelle, il peut même faire des propositions, il peut déclarer inconstitutionnels certains articles et dire que d'autres le sont. On a parfois des lois complètement vides par rapport au texte initial, mais qui ont été finalement promulguées. Donc, oui, tout est possible. Et le Conseil constitutionnel a accru ses pouvoirs depuis 58 de façon assez incroyable là-dessus. Oui, mais réalité, ça prouve depuis bien que c'est des techniciens, quand même. Non, justement. Ça peut pas être des Non, le lambda. droit Moi, est- si je suis au ce sont Conseil pas- constitutionnel demain... Non, le droit c'est est une blague. toujours interprété à l'avantage des puissants. De- Et là, je vous parlais du traité de Lisbonne qui est anticonstitutionnel. Oui. Ça n'a pas, on a laissé faire des représentants. Et c'est simple de vérifier la constitutionnalité d'une loi. Un citoyen qui est conseillé par des juristes pourra très bien voir si on est dans l'esprit de la Constitution ou pas avec une loi. C'est simple, il n'y a pas besoin d'une grande technicité. Oui, je Deux pense. choses. C'est une question d'esprit plus que de technique. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait Depuis d'accord. Bonaparte, c'était le Conseil d'État qui était chargé Oui. de vérifier que la loi était bien conforme à l'ensemble des lois oui. françaises. Le Conseil constitutionnel s'est arrogé un pouvoir sur le Conseil d'État. Et ça, c'est ça ce que vous dénoncez, et vous avez parfaitement raison. C'est pas le rôle qu'on lui demande. Moi, je prends un autre exemple, là, puisqu'on parlait de contrôle des juges. Mais ils auraient, au moment du mur des cons, c'était un scandale, ce mur des cons. Oui. Mais c'était un scandale. Des pères de victimes qui étaient affichés. Et là, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Rien. Oui. Absolument rien. C'est là qu'il aurait dû y avoir une autorité qui intervienne. Comment se fait-il que le Conseil de la magistrature ne soit pas intervenu? Moi, Mais parce qu'il est corpo, Mais parce c'est que tout. il On cautionne. va s'interrompre là. Si je dois conclure, vous demandez quand même des changements qui me semblent bien lourds. Et je me demande si la Ve République est pas la République qu'il faut changer pour aller vers une 6e ou quelque chose comme ça. Parce que vous demandez des réformes qui sont si lourdes que comment peut-on rester dans le cadre de cette République actuelle? Je pose la question. Vous savez que les événements vont probablement bouleverser tellement la donne politique dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent en tous les cas, que de toute façon, il faudra bien imaginer autre chose. Autre chose. D'accord. Ok, on fait peut-être
30 secondes sur... vous je suis restez dans la cinquième. Je ne suis pas pour le bougisme constitutionnel. Je pense que la Ve République, elle a ses avantages et ses défauts. Je partage tout à fait le point de vue Laurent Isard. Vous pensez que il faut modifier le moins possible et en tout cas de façon très ponctuelle, très prudente sur des points précis. Uniquement, c'est tout. Ok. Laurent, vous... Une fois encore, oui, elle a très bien fonctionné, notre Ve République. Et moi, ça m'affole un petit peu. Ça fait 30 ans que j'entends parler de Sixième République. Bien sûr. Voilà, et c'est toujours la même chose. On veut casser ce qui existe, Oui. mais on propose rien de crédible en face. Ouais. Donc, tant qu'on m'aura pas proposé quelque chose qui tient la route, qui correspond aux aspirations des Français, qui résout les problèmes, moi, je préfère rester sur nos institutions actuelles. Ah, super Alors, remarque. un retour à la Super 4e remarque. République, c'est-à-dire à C'est l'instabilité une catastrophe. et au compromis d'un système politique, des députés Et des qui, gouvernements en fait, qui- empêchent les Français d'accéder directement et de nommer directement le chef Mais de la l'État. 5e est devenue la 4e. Ils sont en train de la faire dégénérer dans la 4e parce que ça les arrange d'avoir un truc où ils s'entendent entre eux. On en parlait tout à l'heure, mais enfin, LFI qui vote LR et LR qui vote LFI, enfin, il y a un vrai problème et qui nous fait retomber dans la 4e et la 3e. Ça montre bien que c'est pas les textes qui vont nous sauver, c'est les hommes, c'est la qualité des hommes. Ça, c'est ça qui nous manque. Ça, c'est un vrai problème. Tout à fait. Messieurs, merci. Alors, je vais vous dire, c'est la première fois dans cette émission qui a plus de 5 ans que je fais une émission sur un seul sujet. C'est notre Je l'ai trouvé passionnante, cette émission. Bon, j'espère que vous aussi. On verra ça au taux d'audience. Je suis vraiment confus pour ce beau sujet sur l'écologie. Dommage parce qu'il fallait 2 heures pour l'écologie. Oui, c'est ça, vous avez raison. On va en parler à Martial, qui est le patron de l'antenne, et on va lui demander une tête à clash de 3-4 heures à chaque fois. Hein, on va pas s'ennuyer du tout. Allez, et on se retrouve dans quelques secondes pour les coups de gueule et les coups de cœur. Et je les connais, ces coups de gueule et ces coups de cœur, cette qualité. Allez, à tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Allez, retour pour les coups de gueule et les coups de cœur. C'est Philippe Murer qui s'y colle. Vous commencez par un coup de gueule ou un coup de cœur, Philippe ? Allez, je vais commencer par le coup de gueule et je finirai par le coup de cœur. Très bien. Alors, Le coup de gueule, ça revient d'ailleurs, c'est connexe avec le sujet d'avant, c'est sur les menteurs en politique et les gens qui manipulent les Français. Et parfois d'ailleurs des gens qui sont des gens de droite, hein, comme Marion Maréchal, Sarah Knafo, Éric Zemmour, qui vous disent que Mélanie, je vais vous donner un exemple très précis, Mélanie est formidable. On peut l'aimer, hein. Mélanie, symboliquement, elle a une façon assez séduisante de faire de la politique, mais elle est formidable et regardez, elle arrive à arrêter les flux d'immigration, c'est extraordinaire. Vous lisez ça partout. Or, les faits sont têtus. Mélanie a effectivement un peu baissé l'immigration illégale, qui est passée de 55 000 quand elle est arrivée en 2022 à 40 000 aujourd'hui par an. Mais par contre, pour l'immigration légale, déjà, elle le demande en faisant des visas de travail pour 2025-2028 qui vont encore augmenter. Et dans les faits, en 2022, 2023, 2024, il y a presque 400 000 personnes, immigration légale par an en Italie. Donc beaucoup plus qu'en France. Donc moi je dis, tous ces gens qui mentent en politique, qui enfument les Français, qui ne peuvent pas avoir accès à cette information qui est dure à avoir, je pense que c'est absolument scandaleux. Et tout ça, c'est pour servir leur projet idéologique qu'il faut rester dans l'Union européenne, parce que dans l'Union européenne, Mélanie arrive à arrêter les flux d'immigration. Moi je dis que ces gens qui sont des menteurs en politique, en fait, sont une plaie pour la nation et pour la politique tout simplement. très bien. Bon, ça, c'est un beau coup de gueule. Et je vous voyais pas sur le terrain de Mélanie, mais je suis surpris, mais Je l'apprécie, j'entends. Mélanie, mais elle n'arrête pas les flux d'immigration. Il faut arrêter de mentir. C'est important. Alors, votre coup de cœur, maintenant. Mon coup de cœur, c'est sur Robert Kennedy, le ministre de la Santé américain. Je suis pas sûr que vous le partagez, Franck, mais vous me laisserez quand même parler. Bien sûr. Tu as remarqué. C'est difficile d'arrêter toute façon, Philippe. C'est pas faux non plus. Donc c'est un grand connaisseur, en fait, Robert Kennedy Jr., du monde des problèmes de la santé, puisqu'en fait, il s'est battu contre l'industrie pharmaceutique et pour les patients qui étaient lésés pendant des décennies. Kennedy, il a fait une première chose, c'est qu'il a révoqué l'ensemble de l'équipe qui validait les vaccins. Il y a 18 vaccins obligatoires, en fait, aux États-Unis pour les enfants. Et puis, au nom d'une chose très simple, on peut dire, mais c'est scandaleux qu'il les ait virés. Bah oui, mais ils étaient tous en conflit d'intérêts avec Big Pharma, avec l'industrie pharmaceutique. Et la première chose pour avoir une santé publique qui fonctionne, c'est d'avoir une intégrité des gens qui légifèrent dessus. La deuxième chose,
c'est qu'il est en train de révéler que le centre CDC, le centre des maladies américaines, Center for Disease Control à Atlanta. exactement, avait dissimulé, ce qui est extrêmement grave, une étude interne faite par des gens en interne de 1999 qui montrait que le vaccin contre l'hépatite B multipliait par 10 la probabilité que les vaccinés, les enfants vaccinés, développent l'autisme. Donc c'est un vrai sujet. Et donc, là où Kennedy est formidable, c'est que en fait, les vaccins qui sont pourtant donnés à des personnes saines ne sont pas testés contre placebo pour savoir s'ils ont des risques et des effets secondaires. Et Kennedy est en train de mettre en place toute une procédure qui normalement aboutira cet automne au fait qu'on sache si les vaccins, les 18 vaccins aux États-Unis et les 11 vaccins en France, posent des risques d'effets secondaires graves ou non en faisant ces tests contre placebo. Et moi je dis bravo parce que c'est une excellente chose que en fait la science avance et qu'on sache effectivement si les vaccins sont dangereux ou non, causent l'autisme ou non. On a eu une multiplication par je crois 300 des cas d'autisme aux États-Unis. Maintenant ça touche 2% de la population américaine des enfants et il faut savoir d'où ça vient. Ok, merci. Écoutez, vous savez, j'aurais pu le prononcer. J'en suis ravi. Laurent Isard, coup de gueule ou coup de cœur pour commencer? Allez, on va commencer par un coup de gueule. Ok. Et on va continuer sur des questions de santé, parce que je suis sûr que vous avez adoré le fait que les données de santé françaises étaient confiées à Microsoft. Alors vous allez adorer mon coup de gueule. Oui. Voilà. Alors, il s'agit d'un appel d'offres qui a été lancé par Matignon et qui avait pour but de sélectionner une entreprise qui pourrait faire une veille, une espèce de surveillance des réseaux sociaux, notamment de X, ex-Twitter et TikTok. Voilà. Alors, il y a eu plusieurs candidats et c'est finalement une entreprise canadienne contrôlée par des capitaux américains qui a remporté l'appel d'offres. C'est pas que l'offre était plus intéressante d'un point de vue qualitatif, mais c'était qu'elle était 3 fois moins chère que l'offre française. Alors, comment ça se fait qu'elle était 3 fois moins chère, c'est-à-dire 3 fois en dessous des prix du marché réel? Tout simplement parce que l'entreprise américaine qui a remporté le marché, canadienne-américaine, eh bien, est en contrat, est en lien avec les réseaux sociaux. Voilà, avec TikTok et avec X. C'est un conflit d'intérêts typique. Voilà, complètement. Et c'est pourtant l'entreprise qui a été sélectionnée. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre système de contrôle des réseaux sociaux va aujourd'hui être géré par Elon Musk et par le Parti communiste chinois. Voilà. C'est dramatique parce qu'en réalité, tout le monde doit comprendre qu'aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui assurent l'avenir de notre démocratie, en réalité. C'est extrêmement grave, à mon avis. Merci beaucoup et merci pour cet éclairage. J'ignorais ce fait scandaleux. Voilà. Ça, c'est vraiment un manque de souveraineté. À mon C'est avis. l'abandon d'une souveraineté. Exactement. Ok. Alors, votre un petit coup de cœur. Coup de cœur. Voilà. Vas-y. Alors, petit coup de cœur pour un livre absolument extraordinaire. Je ne sais pas si on peut le montrer à la caméra. Oui, on peut. Voilà. Ça s'appelle Guerre de conquête à l'aube du 3e millénaire. Ok. C'est à mon avis le meilleur livre qui a été écrit sur la criminalité financière. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce livre montre que, en fait, cette criminalité financière, elle s'inscrit dans une espèce de guerre hybride dans laquelle les États, les institutions financières, mais aussi les mafias de tout poil sont partie prenante. Voilà. Et ce livre a été remarquable, a été écrit par un avocat qui est très au courant de la question, qui s'appelle Roland Sanviti, et qui a créé notamment le prix Giovanni Falcone, qui a pour but de récompenser chaque année une personne qui, physique ou morale, qui lutte contre la criminalité financière. Giovanni Falcone étant ce juge italien qui a été assassiné par la mafia. Exactement. Voilà. Alors c'est un livre qui est un petit peu épais, mais vraiment qui est extraordinaire et je recommande à toutes celles et à tous ceux qui s'intéressent à la question de le lire. Oui, en fait, ça parle des guerres souterraines. Tout à fait. Les guerres souterraines qui sont à la fois économique, mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, le but des grandes institutions mafieuses, c'est quoi? C'est pas seulement de gagner de l'argent, c'est de gagner des territoires, c'est de gagner du pouvoir. Et donc, elles interagissent en fait avec les États, avec les institutions financières, pour s'emparer, par exemple, du pouvoir concernant les ressources minières, concernant les ressources énergétiques. Et tout ça dans un ensemble très vaste qui finalement est très difficile à démêler. Et il faudrait, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, que notre système judiciaire soit en mesure de contrer cette évolution. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça, c'est une des questions d'adaptation aussi du système judiciaire. Merci beaucoup. Merci.
Jacques Georges. Alors, coup de gueule ou coup de cœur? Je commence par un coup de gueule. Alors, je dois dire, comme à chaque fois, j'ai trop d'inspiration. Je suis étouffé par les coups de gueule. J'adore votre créativité. Les coups de gueule toutes les 4 secondes. Oui, donc, mais vous savez bien, ici, juste un petit côté cuisine. Je demande toujours des coups de gueule et des coups de cœur. Et j'ai eu souvent des intervenants qui me disaient « Ah oui, le coup de gueule, je le trouve facilement. » Oui, mais j'ai dit « Attention, c'est pas assez. Moi, je veux aussi des coups de cœur parce que c'est assez facile, en fait, de s'insurger et trouver des choses qui font mal. Mais moi, je voudrais aussi des choses qui vont bien, des choses qui font du bien, des choses qui nous font qui font plaisir ou qui nous forment. » Ah oui, mais Alors, les coups de gueule, c'est gros, les coups de cœur, c'est petit en général. C'est un exercice, c'est pour des ça. consolations. Okay. Enfin, bon, bref. Donc, mon coup de gueule, il est un peu général. Aujourd'hui, moi, je regarde un petit peu le spectacle du monde et de la France et de l'Europe. Et ce qui vraiment me frappe, c'est l'apathie. C'est quand même absolument incroyable. Le peuple français, qui est quand même un peuple de viril, hein, franchement, c'est un peuple guerrier. Hein, c'est un peuple qui a fait la fronde. Hein, c'est un peuple qui a fait la Révolution française, qui a fait encore récemment l'épuration. Il faut voir comment ça s'est passé. C'était pas tendre du tout. Hein. Aujourd'hui, il subit des contraintes permanentes, journalières, y compris dans le train tout à l'heure, pour moi. Des humiliations permanentes et personne ne moufte. Personne ne dit rien, tout le monde a la trouille. C'est la trouille, c'est la terreur généralisée. Surtout ne pas se distinguer, pas faire de vagues. Passer dans l'ombre, surtout. Voilà. Alors moi, je ne reconnais plus mon peuple français. Voilà, c'est tout. Et puis je dirais même les Européens en général. Mais enfin, les Allemands, ils ont des raisons. On les a rééduqués. Mais nous, en principe, on n'avait pas été rééduqués. On avait gardé une virilité qu'on a complètement perdue. Mais pourquoi? C'est un vrai sujet d'émission, ça, Jacques. Ah bah oui. Attendez, mais on va faire une émission. À la rentrée, on va avoir des devoirs, puisqu'il va falloir réparer l'émission, rattraper l'émission sur l'écologie. Et il va falloir qu'on aille regarder cette histoire d'apathie. Par exemple, c'est pas la fête de la musique, par exemple. Moi, j'étais à Honfleur-les-Bains. Hein, bon, franchement, c'est incroyable ce qu'on voit encore là-bas. C'est gentil, c'est gentillet. Mais à Paris, vous avez vu ce que c'était après le lendemain de la fête de la musique? J'étais pas là. Non, mais moi je l'ai vu à la télé. Enfin, pas à la télé, j'ai vu sur YouTube. Non, mais c'est incroyable. Allez, Jacques, à la rentrée, on fait une émission là-dessus. Avec plaisir. Mais alors vraiment, comment je ne reconnais plus les Français? Allez, coup de cœur maintenant, parce que j'ai le réalisateur qui me hurle. J'ai plus de tympan. Coup de gueule. Alors moi, je me réfugie. Finalement, je pourrais me réfugier à l'étranger, aller ailleurs, mais où? Il faudrait que ça soit mieux. C'est pas facile. Vous vous réfugiez dans la beauté, je sais ça. Voilà, alors voilà. J'ai trouvé tout à l'heure, dans le métro en arrivant, là, juste avant, j'ai trouvé cette phrase, qui est un bouquin sur Nietzsche et les relations entre Nietzsche et sa sœur Elisabeth. Et il y a ceci, ils rendent tous les deux visite à Richard Wagner à Tribschen. Tribschen, c'est une villa qui est située juste au nord, au-dessus du lac de Lucerne, que je connais assez bien parce que je suis en Suisse. Et voilà, alors il découvre... voilà. Alors, pour Friedrich et pour Wagner, l'âme humaine et l'univers en son entier ne pourront à tout jamais se justifier qu'en tant que phénomène purement et uniquement esthétique. Alors moi, j'ai lu ça tout à l'heure dans le métro, je dis, je peux pas ne pas citer cette phrase. Okay. Se réfugier dans la beauté, c'est comme quelque chose d'extraordinaire. Je crois que c'est ça. Moi, en tout cas, c'est mon réflexe. Donc, je me réfugie dans Richard Strauss pour le passé, et je me réfugie également, si possible, dans le présent. Je cite souvent le cas de Philip Glass, qui est pour moi le grand compositeur contemporain qui m'émeut profondément. Et puis Einstein on the Beach. Et puis comment Einstein on the Beach, par exemple, absolument. Ou il y a Satyagraha ou Akhenaten ou Deta. Il a écrit tout, Philippe Glass, mais c'est profondément émouvant. Il parle au cœur. C'est pas seulement une musique intelligente, c'est une musique qui parle au cœur. Bon, et puis alors, il y a les films, etc. J'espère que vous avez vu tous la venue de l'avenir. Bon, ça console un peu. Bien sûr, ça console un peu. Ça fait très bien. Ça fait un petit peu de bien quand ça passe. Je vais me permettre. Pour finir quand même, je répète ce que j'ai déjà dit une fois ici. Moi, j'ai découvert par hasard Solane. Et si on avait 2 minutes, il faudrait terminer par une chanson de Solane. Solane, vous connaissez pas Solane, peut-être? Non. Et Solane, S-O-L-A-2-N, c'est la fusée des derniers mois. Oui. C'est une jeune, elle doit avoir dans les 25 ans. Oui. C'est une descendante d'Arméniens. Okay. Elle est jolie.
elle a de la personnalité. Et puis elle a une voix, c'est Barbara, c'est la nouvelle Barbara. Solane, S-O-L-A-A. Solane. Alors si on pouvait terminer Merci. par Solane. On va pas, ça me parce console, moi, Solane. Parce Ça, que voilà. là, j'ai entendu, le réalisateur a armé le fusil. J'ai entendu faire... Oui. Donc ça rigole pas du tout. J'ai fini. Merci la beauté. beaucoup. Et alors je vais, pour énerver le réal, il y a un type qui s'appelle Stig Dagerman, qui est suédois, je crois, qui a écrit un livre, qui a un petit essai, qui s'appelle « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Ah, absolument. Ce titre-là, c'est tout un programme. Absolument. Notre besoin de consolation. Super. Alors maintenant, Hilaire, c'est votre premier coup de gueule, coup de cœur. Vous avez écouté vos copains. Oui. Alors vous commencez par un coup de gueule ou un coup de cœur? Bon, bah, je vais faire comme tous les autres. Je vais commencer par le coup de gueule. Allez-y. Vous gueulez sur quoi? Je gueule sur l'affaire Boualem-Sansal. Je ne supporte plus notre chef de l'État, ne serait-ce que pour cette raison d'honneur. Voilà un citoyen français. Il est citoyen français. Bon, je sais bien qu'il a la citoyenneté algérienne, mais il est citoyen français. Et là, il vient d'être maintenant recondamné. À 5 ans ou à 6 ans? 5 ans. Et on attend une grâce présidentielle de M. Tebboune. C'est ça. Et notre chef de l'État n'a rien fait, n'a rien dit. Et son pitoyable ministre des Affaires étrangères, Barrot, pas plus. Quand il est allé là-bas en Algérie, il n'en a même pas parlé, ou à peine, une petite phrase. Tout ça pour ne pas choquer. Et nous avons là une affaire, moi, qui me paraît tout à fait caractéristique. Vous dites les Français ne répliquent pas non plus. Mais qu'est-ce que fait le chef de l'État? N'oublions pas que 3 jours après l'arrestation de Sansal, Macron faisait déposer par son représentant, c'est-à-dire l'ambassadeur de France, une gerbe de fleurs au monument du FLN. Il y a quelque chose de totalement scandaleux. Et qu'est-ce qu'a allé faire Macron en 2016 pour dire que la colonisation française en Algérie avait été un crime contre l'humanité? Tous ceux qui ont connu l'Algérie française, dont moi... Mais Boualem-Sansal, c'est pas Macron qui l'a fait mettre en prison. Hein. C'est totalement une responsabilité algérienne. Non, mais pratiquement, il donne son accord. Et vous savez qu'il y a c'est honteux. Vous savez qu'il y a un journaliste un journaliste sportif, qui vient d'être condamné en Algérie à 7 ans de prison parce qu'il est allé voir un responsable d'un club de foot qui se trouve être dans une forme d'opposition. Alors j'ai peur de dire, c'est très approximatif. Les mots m'échappent, mais un journaliste condamné... Glaise. Oui, Glaise, exactement. C'est fou. Oui, fou. C'est fou. Et la France ne fera rien. Bon. Et je pense que c'est ça le vrai problème. Ça, c'était votre coup de gueule. Et votre coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est pour les maires de France, et notamment ceux... M-A-I-R-E-S. Oui, M-A-I-R-E-S. On pourrait le faire aussi pour les M-E-R-S. Mais là, parce que c'est eux qui entretiennent la véritable écologie. Et je crois qu'ils font... Là, vous parlez des plus beaux villages de France. Je parle des plus beaux villages de France, mais je parle également parce qu'ils sont presque... Des villages en général. Des villages en général. Et je sais de ce dont je parle, puisque j'en connais beaucoup. Et ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent. Et ils n'ont pas besoin d'écologues au-dessus d'eux pour leur imposer des lois et des trucs impossibles à gérer. Et ils font ce qu'ils peuvent pour sauver tout ce qu'il y a du patrimoine français. Rien ne vaut un village de France. Et donc, merci à eux. Et pourvu qu'ils continuent, parce qu'ils sont tellement écœurés qu'il n'y aura pas beaucoup de candidats aux prochaines élections. Hilaire, je vous adore. Je vous adore. Je trouve que les maires sont des héros. Mais moi, je ne vous adore pas, mais je me contente de vous aimer. Oui, c'est ça. Ma grand-mère me disait toujours, en me regardant dans les yeux très sérieusement, mon fils, me disait-elle, c'était ma grand-mère pourtant, on n'adore que Dieu. Je vais vous dire que ça rigolait pas. Chocolat, mais bon. C'est ça. Ou la mousse au chocolat. Allez, merci beaucoup, messieurs. Non, on n'a pas le droit. Alors, c'est des questions de droit, c'est compliqué. C'est comme ça. Mais avec cette pub, je vais y aller tout de suite. Allez, dans 15 jours, ce sera la dernière émission de la saison avant celle de septembre. À très vite donc. Au revoir.